de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, nouvelle semaine, nouvelle invitée. Je suis ravie de vous accueillir dans votre podcast de femme à femme. La femme que je reçois aujourd'hui, quand on s'est vu, je crois qu'il y a eu elle va me le confirmer ou pas, une espèce de confiance spontanée, mutuelle, qui est née. Et je suis extrêmement ravie de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Catherine. Bonjour Hélène. Merci. C'est moi qui te remercie, je suis très très contente d'être là. Vraiment, je crois que quand on s'est parlé, ça n'a pas duré longtemps. Non, malheureusement. Mais il y avait déjà une connexion. Voilà, c'est ça. C'est que la connexion a été vraiment instantanée. Tout à fait. Et je te remercie d'être venue à moi aujourd'hui. Et tu vas nous dire ce que tu souhaites partager. Quelle tranche de vie tu souhaites partager avec nous aujourd'hui? La tranche de vie que moi je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, c'est la résilience. Être résilient. Être résilient, mais dans le bon sens. Pas dans le sens... on attend de voir ce qui se passe et on reste dans son coin. Mais résilience, patience, on va dire ça comme ça. Construire doucement, mais sûrement. Être à l'écoute de nos avancements. Et tout d'un coup, faire exploser un projet que tout le monde voit et dit « Ah ouais, ça c'était chouette. Elle l'a fait, elle a été courageuse. » Oui, mais toi la première. Et moi la première. Et me dire, la belle expression de chez nous, on s'en forme du bout, pour une fois. Et on n'a pas eu peur. Oui. On n'a pas eu peur, exactement comme la négresse solitude. Et on a pu brandir notre étendard et arriver à mener à bien son projet. Quel est cet épisode de ta vie où tu as eu à connaître et à pratiquer la résilience, où tu as fait la connaissance de la résilience? Alors, je suis autrice, j'aime pas trop ce mot-là, autrice ou romancière. Mmh. Alors, ce n'est qu'un livre. Alors, tout le monde me dit, oui, ben, tu l'es parce que tu as quand même fait écrire un livre à plus de 200 pages. Je suis donc l'autrice de Transport de Casa Prescottville. Et la résilience, je l'ai appris là, parce que c'est un roman que j'ai écrit il y a plus de 26 ans, presque 30 ans aujourd'hui. À l'époque, j'avais 21 ou 22 ans et j'étais à la maison. J'avais terminé une première partie de mes études de droit immobilier et je ne trouvais pas à travailler. J'étais chez mes parents, je suis de la Guadeloupe, je suis de la ville de Basse-Terre, j'habite à Basse-Terre. Et j'étais chez mes parents et voilà, j'étais complètement perdue. J'envoyais des CV à tout va. Ils me revenaient avec des jolies lettres de refus. Au lieu de perdre du temps, j'ai commencé à rassembler toute une série d'idées. Moi, j'écrivais déjà un petit peu dans mon coin sur mes cahiers en mettant des brides de phrases, en décrivant des personnages. Je suis très observatrice, je suis très timide. À l'époque, je suis un peu plus... là, maintenant, je suis moins crabe, on dira ça comme ça. Et à l'époque, je faisais beaucoup de petits paragraphes de personnages que je décrivais. Ça pouvait être mes grandes tantes quand elles sont ensemble et que c'est la fête famille, une fête familiale. Ça peut être mes petits-neveux, ça peut être la marchande de Cinobol au champ d'Arbaud dimanche après-midi. Et je décrivais tous ces personnages-là. Donc j'avais des cahiers, plein de petites choses comme ça. Et puis j'ai rassemblé toutes mes idées. Quand j'ai écrit, en tout cas de façon effective, Transport de Casa Prescottville. Donc, à 21-22 ans, j'ai rien. Et je me dis, je me lance dans cette écriture. Il y a une histoire, il y a une dame qui lors d'un stage, justement, durant mes études que j'avais rencontrée. Et je me dis, allez, on y va. On va écrire l'histoire de cette dame. Et on va faire de cette dame, on va faire en sorte que cette dame ait une jolie histoire. Et puisqu'à la fin, on ne retrouve pas son amoureux, etc., on va changer la donne. Et en fait, écrire à ce moment-là me permet de tenir le coup. De me dire que c'est pas grave, pour le moment tu travailles pas, pour le moment c'est compliqué, mais que tu es assez intelligente pour patienter, pour écrire, pour construire, et on sait jamais ce que ça peut donner. Donc j'écris un roman, je l'écris chapitre par chapitre, je change les choses, je change des prénoms, et puis de là, puisque j'ai écrit quand même un pan de notre histoire aux Antilles, je me rends aux archives départementales. Donc, oui, tu as fait un gros travail tout à fait, époque. Tout à fait. Donc là, je me dis, au lieu de rester à la maison et me morfondre, je me suis mis carrément en place une discipline
Et je me dis, ben, le jeudi, j'écris, le mercredi, je vais aux archives départementales, le samedi, je corrige, et voilà. Et en fait, et je continue en parallèle, bien sûr, parce qu'il y a la vie, d'essayer de trouver à travailler. Mais je trouve toujours pas à travailler. Mais je dis, c'est pas grave. Ça et a je duré continue. combien de temps l'écriture de ce roman? Alors, À l'époque? à l'époque, sur la première, on va dire une première monture, une première jetée comme ça d'écriture, on va dire 6-7 mois. Et pendant 6-7 mois, ben, je m'isole. Le matin, ben, je fais ce que ma maman me dit de faire. Hein. Tu feras la vaisselle, tu vas faire le repas. La pauvre, elle n'était pas encore à la retraite, ma mère. Donc, voilà. Donc, quand elle rentre le soir, il y a tout qui est prêt, etc. Et durant la journée, j'ai cette discipline. Donc, la discipline aussi, c'était se réveiller, se doucher. Et c'est ridicule à dire, mais oui, ne pas rester là en disant « Ah ouais, il y a rien ». Non, non, on se lève, on se douche, on s'habille et on y va. On se met à l'écriture et on y va. Et je pense que cette discipline-là m'a permis d'avancer. Alors, bien sûr, il y a un moment donné, on arrête d'écrire parce qu'on se dit « Ben, c'est bon, on a une monture ». Mais voilà, on est au milieu des années 90. On est en Guadeloupe, il n'y a pas pléthore de maisons d'édition comme aujourd'hui. On sort d'où pour présenter un roman et à qui? Il y a quelques éditions, mais alors on sent bien que c'est des universitaires antillais qui accèdent jusque-là. Et ben on remet son roman dans le tiroir de sa chambre, du lit de sa chambre, et on patiente. Et c'est à partir de ce moment-là que le fameux mot résilience-patience prend tout son sens. Parce que j'aurais pu le laisser tomber, j'aurais pu un jour de grand rangement me dire « Ah, mon chien, on va foutre ça en bois ». Non, je le garde avec moi. Et ma mère même m'encourage, parce qu'un jour, elle sort du travail, elle me dit « Tiens, je t'ai ramené ça ». Et elle me ramène une ramette de papier. Et puis, 1 an ou 2 ans après, il y a mon père qui dit, les ordinateurs commençaient, on pouvait en acheter, alors ça coûtait vraiment une fortune. Mais mon père se dit, lui, voilà, les enfants en auront besoin. Et puis, il achète un ordinateur. Et il me dit, voilà, on installe l'ordinateur, comme ça, tout ce que tu as écrit à la main, tu vas le mettre sur papier. Donc, deuxième phase, tout ce que j'avais écrit. La première mouture, c'était à la main? Ah oui, tout à fait, à la main. Tout le livre, la première jetée, tout était à la main. Et certaines pages même se dépliaient comme en accordéon, parce que je rajoutais des paragraphes ou des points d'histoire que j'avais trouvés aux archives départementales, ou que m'avaient raconté mes grandes-tantes aussi. J'espère que tu as gardé cela. Ah si, je l'ai gardé. Je me dis, demain, si je suis style Maryse Condé, s'il y a un musée à mon nom, au moins là, on pourrait exposer le premier roman de Catherine Moueza, avec tout ce qu'il y a. Pour moi, c'est une relique, oui, mais en même temps... Plus tard, et je vais le raconter un petit peu après dans notre entretien, cette fameuse relique, elle va me servir. Parce que quand on va construire à la fin le livre, de façon définitive, il faudra que j'y retourne pour repiocher dedans certains éléments pour que mon roman, mon écriture soit plus posée, soit plus collée à la réalité aussi, pour qu'il y ât plus de fluidité. Il y a beaucoup de choses. Quel âge as-tu quitté la Guadeloupe? J'ai quitté la Guadeloupe à 30 ans. Je trouvais vraiment rien. Mais vraiment, je dis pas qu'on était dans une désespérance, je dis pas ça, on n'est pas dans une désespérance aux Antilles, mais voilà, je ne trouvais pas travailler par rapport à mon niveau d'études. J'étais même prête à prendre moins. Et je dis à mon père, j'ai une cousine de ma mère qui vient en vacances, en fameux congé bonifié, et je lui dis, je dis à ma mère, je lui ai demandé, parce que moi je l'appelais quand même Tati N, on va dire ça comme ça, parce qu'elle doit retourner depuis quelques années, elle a la retraite et tout. Et je dis à ma mère, moi je lui ai demandé à Tati, moi je repars avec elle. Si au bout de 4-5 mois il n'y a rien, je reviens. Ma mère, elle me comprend, elle est femme et elle me comprend. Et mon père, il n'est pas d'accord. Mon père, il n'y a rien à faire. Je suis sa fille, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il a peur pour moi. Catherine n'est jamais sortie dans les jupes de sa maman. Enfin bref. Non. Au plus que j'ai été, c'était en Martinique faire des études. Terminer la deuxième partie de droit ici, à Fouillol et en cours du soir ici, vraiment, j'étais pas loin, quoi. Il m'arrivait n'importe quoi, en moins... jamais quitté le giron familial, en fait. Jamais, jamais, jamais. Ah, moi, je suis la fille à son papa, il n'y a rien à faire. Et en fin de compte, ma mère discute avec mon père, il dit, mais enfin, elle a rien, elle est grande, il faut qu'elle avance, il faut qu'elle fasse sa vie. Et ma tante, on va dire ça comme ça, dit à ma mère, écoute, Monique, ma mère s'appelait Monique, elle n'est plus là malheureusement, en cas parti avec Catherine, si au bout de 3 mois, pas ni rien, en cas prend la jambe, et en cas retourner. Et en fin de compte, j'arrive en France, mais alors, vraiment style comme une lionne. J'y vais parce que j'ai envie de prouver à mon père qu'il a eu tort, que je m'en sortirai et que je vais avancer.
Mais ce qui a été extrêmement frappant, parce qu'on parle quand même du livre et du roman, je vais pour fermer ma valise et ma mère me dit « Ça, tu fais quoi? Tu ne laisses pas ça chez moi. C'est en France qu'il y éditait, tu ne laisses pas ça chez moi. » Mais ça faisait des mois et des mois que j'y pensais même plus. J'étais dans ma préparation de départ Donc je prends le livre et je le mets dans ma valise et je me dis « Ma mère elle a raison. » Je lui dis « Maman elle a raison, on verra bien. » Et j'arrive en métropole et toute cette première... quand j'arrive là-bas, sur la France, la première chose à faire, c'est trouver à travailler. Donc ma tante m'héberge un petit moment, trouver à travailler. Alors, elle est bien gentille, ma tante, mais enfin quand même, je suis partie pour prendre une certaine indépendance. Il faut trouver aussi un appartement. Donc, avoir un CDI très rapidement, je trouve à travailler très très vite. En moins de 3 mois, je travaillais. En moins de 3 mois et demi, je suis arrivée en mars 2000. Avril, j'avais un CDI en mai. Fin juin, début juillet, j'avais un appartement. Waouh. Et oui, mais tu étais motivée aussi. À tu fond, j'étais motivée. Et puis tu es quelqu'un, tu es une femme indépendante. Oui. Tu n'aimes pas dépendre des autres non. du tout. Hein. Mais c'est où qu'on découvre qui l'on est aussi. Même si pourtant tu n'avais jamais quitté le giron familial. Tout à fait. Mais je pense que ma mère était une femme d'exemple. Ma mère ma mère n'a pas connu sa mère. Malheureusement, elle est décédée, ma mère. Sa mère avait 2 ans. Donc elle a été élevée par sa grande sœur et elle a été élevée par une belle-mère quelques années après. Tout s'est très bien passé, c'est pas ça, mais je pense que les grandes sœurs de ma mère, les 2 grandes sœurs de ma mère, lui ont appris très vite à être indépendante. Parce que ma belle-mère a eu d'autres enfants avec mon grand-père, que j'appelais grand-mère aussi, hein, pas de souci à ça. Mais ce premier lit mariage, ils ont été extrêmement soudés et ils ont tenu ma mère. Donc ma mère très très vite a été indépendante. Et la tante, la sœur aînée de ma mère, est partie très vite aussi sur la métropole. En 1957, elle part. Donc, quand elle laisse ma mère et la deuxième sœur sur les Antilles, ben, elle, il faut qu'elle commence à faire leur chemin. Donc, ma mère me racontait comment elle a été chercher du travail aussi toute seule. À Basse-Terre, elle a travaillé dans une pharmacie, etc. Je comprends mieux pourquoi aussi elle a été ton principal soutien. Ah oui, indéfectible. C'est vrai que nous, mamans antillaises, on tient nos enfants, on booste le truc, mais... et ma mère, elle a été... Il y a des fois, j'ai flanché là-bas en disant, quand il a commencé à faire froid, je dis, maman, je reviens. Elle me dit, tu reviens faire quoi? Oh non, mais ma fille, attends. C'est pas comme ça, la vie. Elle me disait ça au téléphone. Et je repartais, et ça allait. Et j'ai trouvé ma place, j'ai passé un concours, je suis rentrée, j'ai bénéficié en fait de recrutement sur titre à la sécurité sociale en métropole. Je travaille dans une très très grosse unité. Je travaille dans l'une des plus grosses unités de France de sécurité sociale, sur un département invalidité notamment. Et je suis ce qu'on appelle une SAM, c'est-à-dire une conseillère. Alors les assurés viennent nous voir, les assurés qui passent en invalidité. Donc voilà, c'est de la prestation pure et dure. Et je me lance dans ça et je suis responsable d'unité aujourd'hui. Et voilà. Donc, je trouve ma place et j'y vais. Et mes parents et mon père notamment, tout d'un coup, devaient être très fiers de moi parce qu'il me dit, il rivait, il papa ailleurs. Et puis, 1-2 ans après ça, il y a ma petite sœur qui vient me rejoindre et qui fait encore mieux que moi, puisqu'elle passe un concours administratif et elle fait même mieux que moi. Elle a de l'audace. Elle se dit, ouais, mais moi, la France et moi, ça fait 2. Et elle demande sa non-affectation et grâce de Dieu, elle repart sur les Antilles très vite. Tu n'as jamais ressenti le besoin de revenir? Non, parce qu'entre-temps, j'ai rencontré un chéri là-bas. Mon mari... Tout est une question de motivation dans la vie. Oui. Mon mari, depuis 22 ans, on a un grand garçon, Mathis. Super. Et puis, je suis restée avec lui. Et puis, c'était quelqu'un qui m'a donné aussi confiance dans la vie, dans ma vie de femme aussi. Un vrai partenaire de vie. Ah oui, un véritable partenaire de vie. Ah oui, mais à tout point de vue. Parce que quand on dit qu'on a rencontré l'homme de sa vie, beaucoup de femmes se disent « Ah oui, sexuellement, etc. » Mais il n'y a pas que ça, parce que maintenant, nous sommes un vieux couple de 22 ans, et parfois les douleurs sont là, et heureusement qu'il y a son bras qui me tient de temps en temps. Il m'appelle Louloute, donc, parce qu'il s'appelle Jean-Louis, et il m'appelle... Donc lui, sa famille l'a toujours appelé Loulou. Donc quand je suis arrivée dans leur famille, tout de suite, tout le monde m'appelait Louloute. Et lui, il a gardé le prénom. Donc il m'appelle Louloute. Mais attention, dès qu'il dit Catherine, c'est qu'il y a une merde. Alors c'est jamais très méchant, hein, mais quand il me dit ouais Catherine c'est quoi ça mais et puis c'est pas quelqu'un qui s'énerve, j'ai quelqu'un vraiment un vrai partenaire de vie en tout cas. Mais c'est magnifique ça. Oui. Mais en fait tu t'es construite. Oui. Posément. C'est ça. Tranquillement. Voilà. La vie t'a fait de beaux cadeaux aussi. Tout à fait. Mais moi je suis croyante et
Je pense que c'est une marche par la foi. Mais ma mère était croyante. Mais pas croyante, j'aime à dire. Enfin, je parle de ma foi ouvertement aujourd'hui. Je sais qu'on est aux Antilles et que ça sera... il y aura une réceptibilité, je ne sais pas comment dire les choses, que les gens vont me comprendre. Si je dis ça, par exemple, en métropole, les gens vont me regarder bizarrement. Mais aux Antilles, nos églises sont pleines, quelles que soient les obédiences. Ma mère était une femme de foi. Et je pense qu'elle nous a élevés, ses enfants, avec cette certitude qu'il faut tenir. Il y a quelque chose, en tout cas supérieur à nous, qui peut nous aider. Et que si ça ne va pas, ben on peut toujours lui parler. Et lui parler comme on veut. On peut être en colère, voilà, ou on peut être doux, ou on peut être en toute résilience, justement. Dire, c'est vraiment le mot, et dire, ben, Seigneur, ça va pas, etc. Et je pense que cette foi-là, ben, je l'ai acquise aussi. Dieu permet qu'on l'ait et qu'on avance avec lui. Et je pense que la foi aussi m'a beaucoup, beaucoup aidée. Beaucoup aidée. Mais je suis nullement ravée d'église, pour dire tous les dimanches, machin. Non, je suis pas ce genre de... Non, moi, j'aime communier, c'est en toi. Et puis, je peux m'émerveiller. La dernière fois, mon fils, il m'a un peu taquiné. Je sais plus où est-ce qu'on était. Et tout d'un coup, il y avait l'ombre d'un arbuste qui se reportait sur un mur en plein soleil. Et mon fils est près de moi, il me dit, à un moment quand même, le Très-Haut, il est costaud, côté design. Je lui dis, pourquoi tu dis ça? Il me dit, regarde comme c'est beau. Effectivement, mais ce ne sont que des petites bêtises de la vie, mais ce sont des délicatesses. Et je pense que voilà, enfin, moi je crois, et je crois que voilà. Il faut savoir tout apprécier. C'est à quel vrai. moment est-ce que tu as repensé à ce document que tu avais écrit, à ces feuilles que tu avais noircies, à ces feuilles que tu avais reportées dans l'ordinateur acheté par papa? À quel moment tu as ressorti ça de ta valise? Hélène, tu vas jamais me croire. J'avais complètement oublié. Ah oui, je te jure. J'avais complètement oublié. C'était dans un tiroir. Alors, je me marie, on achète un appart, on s'installe, machin. Et quand je déballe pour ranger, je tombe sur l'enveloppe. Avec le titre du livre, Transport de Casa Presqu'Hauteville. Dès le départ, il s'est appelé comme ça? Ah oui, j'ai pas changé. D'accord, ok. J'étais sûre de mon coup et j'ai laissé tel quel. Transport de Casa Presqu'Hauteville. Qu'est-ce que ça t'a fait de retrouver cette enveloppe? J'ai eu des frissons, Hélène. Parce que j'ai pensé à ma mère, j'ai pensé à tout le chemin parcouru. Et c'est où je me suis dit, ma fille, bon, on en fait quoi, ce truc? J'étais émue, mais en même temps, il y avait une petite frousse derrière qui a commencé à monter. Parce que je me suis dit, il faudra... Tu te sentais pas légitime, en fait? Non. Mais c'est grave, parce que c'est vraiment l'expression, ne pas se sentir légitime, parce qu'on est noir, parce que quand on regarde la télé ou les émissions littéraires, il n'y a que des blancs, moi je dis les choses, il y a quelques noirs comme ça qui apparaissent de temps en temps. C'est vrai que sur nos chaînes télévisuelles françaises, on ne retrouve pas trop. Alors, ça commence à venir et je pense que dans les années à venir, il y aura encore de plus en plus de choses. Par exemple, à mon époque, il n'y avait pas de podcast. Il n'y avait pas Internet quand j'ai commencé à écrire. Maintenant, on n'est plus obligé de passer chez un éditeur. On peut imprimer son livre soi-même, faire sa campagne de publicité. Il y a tous les supports qui existent. Instagram, les podcasts, TikTok maintenant même. Et voilà, se lancer et voir comment le public réceptionne aussi ce qu'on a écrit. Mais à mon époque, il n'y avait rien. Et tout d'un coup, je suis un peu prise de panique parce que je me dis, je fais comment? Et je commence là à me renseigner. Qu'est-ce qui pourrait me convenir? Et je décide donc de me présenter à un concours littéraire en 2019, le Mazarine Book Day. Mais alors, Hélène, j'y vais, mais alors la peur au ventre. Tu sais la chanson de Big Flo, là, il fallait que j'y aille, il fallait y aller. Il y a mon fils. Parce qu'en fait, ce fameux concours, il est en plusieurs étapes. La première étape, il sélectionne 100 écrivains qui envoient, donc ils lancent le concours, il y a des manuscrits qui arrivent, ils en prennent 100. Sur les 100, ils élaguent, ils en gardent 60. Sur les 60, ils élaguent, ils en gardent 30. Et à chaque étape, on reçoit un mail comme quoi qu'on est retenu. On est retenu. Et puis je me retrouve parmi les 30. Donc ça s'est passé à l'Alcazar, à Paris, dans le 6e. Et j'y vais. En fait, je ne voulais pas y aller. Pour tout te dire, c'était à cette époque où il y avait toutes les manifestations des Gilets jaunes, tous les samedis à Paris. On ne savait pas quel métro prendre. Le métro était fermé, il fallait ressortir. Et moi, je disais à mon fils qui avait grandi de fille, et je lui disais, non, tu ne vas pas avec les copains à Paris, tu restes là, et personne ne sort, et on fait nos courses et on rentre. Alors moi, j'habite en banlieue, mais voilà quoi. Et ce samedi-là, donc je reçois la convocation,
Et je suis dans mon lit, au fond de mon lit, et je dis, je ne sors pas. Et mon fils, il arrive avec son enceinte, avec la fameuse chanson de Big Flo-Ly. Il faut y aller, il ne faut pas regretter. Enfin, je ne sais pas tous les termes de la chanson. Et puis il me dit, maman, tu vas te bouger hein, là. Parce que toi, ton heure, tu passes devant un jury à telle heure. Et puis mon mari arrive dans la chambre, il me fait, bon, allez, vas-y, qu'est-ce qui peut se passer à part non allez. Et on y va. Et mon mari me dit, et puis après, c'est pas grave, on fera quand même une sortie à Paris. Mais mon mari ne me dit à aucun moment quand même que oui, il y a encore des manifestations. Donc je me dis, ouais, bon, d'accord, on y va. Et puis je suis avec mon mari et mon fils. Et puis après, ça, on va manger dans une brasserie. On va voir peut-être une expo. Et ça ira. Donc j'y vais. Et quand j'arrive, je suis en déconfiture. Parce qu'effectivement, il y a 30 personnes en attente. Il y a un premier jury de sélection pour voir comment on présente le livre sur une dizaine de minutes. Et je me tourne, je me retourne. Il n'y a aucune personne noire là. Aucune. Et là, je commence à avoir de sérieux doutes. Et je me dis, mais mon histoire ne va intéresser personne. Qu'est-ce que je fais là? Donc, je sors de la file et je vais voir mon mari et je lui dis, on s'en va. Et mon mari me dit, ah non, on s'en va pas. Mon fils me dit, mais maman, t'es folle ou quoi? Mais maman, enfin, voyons, arrête. Et je vois mon fils presque déçu parce que jusqu'à là, il y avait une fierté dans ses yeux. Et je me dis, mais Catherine, réagis. Tu peux pas décevoir mais comme oui. ça. Et te décevoir, toi. Parce c'est ça. Tu t'en serais voulu après. Beaucoup, je pense. Et puis après, je retourne dans la file et j'y vais. Et je me dis, de toute façon, Catherine, c'est comme le bac. Hein. Tu passes, tu fais des épreuves. Et puis si ton nom est sur la feuille, tant mieux. Si elle n'est pas, ben, c'est pas grave, tu vas faire autre chose. Et j'y vais, mais très décontractée. Et je me dis, fais fi de toutes les personnes, de toutes ces choses qui sont collées à nous parce qu'on est antillais et qu'on se dit qu'on n'est pas légitime. Oublie ça. Donc je fais exploser ça dans ma tête. Et je présente mon truc, bonne humeur, et j'y vais. Et dans mon jury, il y a un certain nombre de personnes connues que je ne vais pas nommer là. Et c'est longtemps après que je me rends compte que c'était cette personne-là ou que c'était cette personne-là. Et dans ce jury, il y a quelqu'un qui ne parle pas du tout, qui ne me pose pas de questions, qui lit la première page et qui fait à la responsable d'édition qui me reçoit, c'est après que je saurai que c'est une des responsables d'édition principales des éditions Fayard notamment, et qui lui dit, alors là, ça elle n'est pas à côté, elle est dedans, il faut garder ça. Et donc ils me disent merci et que je vais être recontactée. Alors, pour cette fameuse rencontre, les éditions Fayard et Mazarine avaient organisé un buffet. Donc quand on partait, on pouvais passer par la salle du buffet, grignoter des petites choses, etc. J'arrive pas. Hélène, j'arrive pas à avaler un verre d'eau. J'arrive pas. Je dis à mon fils et mon mari, on sort de là, c'est pas possible. Et je me répète ce même schéma. Et ça, je voulais vraiment transmettre ça aux personnes qui vont écouter. Nous, antillaises, femmes antillaises, il faut se dire, plus que jamais aujourd'hui, on est légitime dans tout ce qu'on peut faire. Mais vraiment, si vous avez envie de devenir pilote d'avion, pilote de voiture de course, moto, enfin je pense à ça comme ça, mais je sais pas, peintre, coiffeuse, t'as envie de t'acheter un bout de terrain pour cultiver des tomates de différentes variétés, faire un truc bio, il faut y aller quoi. Il faut y aller parce que quelque part on se freine parce qu'on se dit qu'on n'est pas légitime. Je pense que notre histoire fait en sorte qu'on est toujours dans une sorte de mais est-ce que quoi? La vie est courte. Il faut y aller. Alors, je dis bien les choses, hein, et comprenez-moi bien. Faire les choses de façon saine, respectable, dans une bienveillance. Et je pense que ça va toujours marcher. Mais franchement, je pense que quand on est bien avec soi, quand on est en paix avec soi et qu'on transmet ça, ben, les personnes en face réceptionnent ça. Et que ça passe, quoi. Et on n'est pas obligé d'avoir fait plein d'études. Si on a une idée, on croit que ça va être bien, on peut y aller. Et on va se tromper. Et bien, si on se trompe, c'est pas grave. On va y arriver, quoi. Je suis désolée de le dire. Alors, pourquoi tu es désolée de le dire? Mais non, parce que certains me diront peut-être... oui, mais elle a sa foi. Mais je ne pense pas que c'est une question de foi. Je pense qu'on reçoit ce qu'on donne. Et parce que moi, je reçois... J'ai l'habitude de dire que la vie nous rend au centuple ce que l'on fait de bien comme de mal. Tout à fait. Que la vie, c'est un boomerang permanent. Tout à fait. Mais tout à fait. Donc, tout à fait. Mais je pourrais donner 1000 exemples comme ça qui ne sont pas que sur le livre. Hein. 1000 exemples. Moi, je me rappelle, j'ai eu mon enfant, j'habitais la métropole, ma mère est aux Antilles, et mon mari se déplace beaucoup par rapport à son travail. Bon, c'est normal, il est dans un milieu assez particulier en stratégie informatique, il se balade en Europe, etc. Et quand j'ai accouché,
Donc, il était avec moi. Le congé paternité, il y a du bien dans ça aussi. Et puis après, bon, il a fallu qu'il reprenne le boulot. Mais moi, j'étais encore en congé maternité. Tout d'un coup, un soir, Mathis, il s'est mis à convulser. Il s'est mis à rendre tout le lait. Et moi, je ne savais plus quoi faire. Et moi, j'ai été frappée chez ma voisine, qui est d'origine marocaine. Et j'ai frappé, mais en pleurs, mais désespérée. Et j'ai mon bébé qui meurt, je ne sais pas. Alors, elle avait un certain âge. Hein. Elle m'a pris Mathis dans les bras. Elle me l'a déshabillé. Elle l'a mis sous de l'eau tiède froid, et puis elle lui a donné, en fait moi c'est où que j'ai découvert que les garçons faisaient plus de coliques que les filles. Quand on est jeune maman et d'un premier bébé, c'est jamais très évident, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et elle lui a donné en fait une toute petite cuillère d'huile d'olive, et dedans elle avait écrasé 2 ou 3 petites graines de cumin. Et c'est un truc de chez eux, du Maroc, du Maghreb. Et en fait Mathis, à un moment donné, pardonnez-moi de le dire, il a pété, il a fait caca, et en fait tout d'un coup Mathis a fait « Oh !» Soulagé. Il était soulagé. Et après, elle m'a fait, et dans la semaine, elle m'a donné une toute petite bouteille. Elle m'a dit, tu sais, quand il est comme ça, c'est les coliques des bébés. Et je me dis, mais voilà quoi, je ne connaissais pas les gens. Je connaissais la voisine, juste bonjour sur le palier. J'ai été frappée à sa porte. Et elle aurait pu dire, ah non, je prends aucun risque. Et elle me l'a donné, enfin, elle m'a reçu chez... Et depuis, nous sommes de très bonnes amies. Chaque fois que c'est de l'Aïd, j'ai plein de gâteaux. Elle part chez elle au Maroc, elle me ramène des choses. Je pars aux Antilles, je lui ramène des choses. Je dis que la vie est... Voilà, il faut pas avoir peur d'aller, il faut pas avoir peur de tenter, il faut pas avoir peur d'essayer. Et je pense que le livre Transport de Casa Presqu'île, c'est ma plus grosse expérience dans ce milieu-là. Alors j'ai attendu, parce qu'après il y a les paliers puisque c'est un concours, donc on attend les résultats. Donc, et chaque fois je voyais, vous inquiétez pas Catherine, je reçois des petites mails de la maison d'édition. Vous êtes encore dans la course? Alors moi à un moment donné, je me suis dit, ben non, je suis plus dans la course, puisque je reçois des mails. Et puis tout d'un coup, je reçois un mail un jour qui me dit, Catherine, vous n'avez pas gagné. Donc je suis finaliste de finaliste, vous n'avez pas gagné, mais on va vous garder sous le coude. Et là, je me suis dit, ben, tu as bien fait d'être résilient, tu as bien fait d'être dans la patience, dans la bienveillance, tu as bien fait de croire en ton projet, tu as bien fait de te lever ce matin-là et d'y aller, pour le coup. Et j'annonce ça à mon fils qui est heureux comme tout et qui me dit, maman, même si tu n'as pas gagné, la porte, elle est ouverte. Et là, même, ils vont peut-être t'aider, on va voir. Malheureusement, il y a eu le Covid. Après, ils m'ont aidé d'une autre façon, puisque je suis passée sur une plateforme d'auto-édition. Et avec mon fils, qui est très, comme tous les jeunes, on a mis en place tous les deux. Et ça, c'était magnifique aussi, parce qu'avec un ado, c'est jamais très évident. On a mis en place tous les deux une campagne d'information avec un dossier de presse. Et mon gamin, il a que 16 ans et demi. Donc j'ai été bluffée et je lui ai dit, mais tu crois que les gens vont me rappeler? Il m'a dit, maman, c'est comme ça, on va lancer, c'est des cannes à pêche, tu lances, il y a bien quelques maisons qui vont mordre à l'hameçon et tu seras invitée dans une émission. Eh bien Hélène, on est ensemble aujourd'hui. Il y a quelques mois, j'ai eu des séances littéraires, j'ai enregistré, tiens, à la première page. Oui, ce qui m'a frappé, qui me frappe jusqu'à maintenant, c'est que quand je te parle, on a l'impression que tu ne réalises toujours pas et que tu ne crois toujours pas. Pourtant, c'est bien toi, Catherine. Oui. Et pourtant, tu invites les femmes à croire en elles. Oui, mais moi, je n'en reviens pas. Mais c'est ça. Bon, là, je suis aux Antilles, en Guadeloupe avec toi. Je suis arrivée il y a 2-3 jours. Et dans l'avion, il y avait quelqu'un qui avait mon livre. Il y a des gens qui m'ont reconnu. Et j'étais tout bizarre. Je me disais, oui, c'est moi. Et les gens étaient... Il y a un monsieur qui m'a dit, mais vous êtes une personnalité. C'est émouvant ce que vous avez écrit. Je dis merci, mais avec du recul, je me dis, mais j'aurais dû être plus enthousiaste. J'y arrive pas, en fait. Non, tu es juste toi, Catherine. Ouais, voilà, c'est un premier essai. J'ai bien fait d'être résilient, d'être patient, de mener le projet comme Dieu l'a voulu. Franchement, parce que je me dis, moi je suis croyante, alors je le dis sincèrement et ouvertement. Hein. Si Dieu avait voulu que je sois dans une grande maison, je serais dans une grande maison. Ou s'il aurait voulu que ça sorte pas, ça serait pas sorti. Et là, il y a encore de jolies choses qui arrivent derrière. Il y a l'émission à la première page sur la plateforme Outre-mer que je vous invite à voir. J'ai des rendez-vous quand je retournerai sur la métropole dans 1 ou 2 semaines. RFI, TV5 Monde, France Bleu. Et France Bleu, voici quelque chose d'intéressant à raconter. France Bleu, c'est un animateur de France Bleu qui découvre mon Instagram et qui me contacte et qui me dit « Catherine, c'est Julien. Julien dont tu t'occupes du dossier au travail. Wow. C'est un assuré. » Et ce monsieur s'était présenté, donc ça fait peut-être 4-5 ans qu'il est en invalidité, s'était présenté, il était désespéré, parce que sa société, effectivement, l'avait licencié pour inaptitude, à cause de sa pathologie.
Et entre-temps, il a rebondi parce qu'il faisait des petites animations et qu'il a été embauché sur France Bleu, comme il aime lire, je pense, voilà. Et il me dit, c'est Julien dont tu t'occupes du dossier. Et je me dis, mais quel Julien? Donc je me connecte à mon tour sur son compte Instagram et je me dis, ah, mon assuré de mon portefeuille. Donc il me laisse tout de suite son numéro de téléphone et il me dit, mais je ne savais pas que tu écrivais. Et il me dit, ben écoute, là je descends au Festival de Cannes, mais je remonte. Et je lui dis, de toute façon, moi je pars sur la Guadeloupe. Mais quand je reviens, on m'a dit, on se donne rendez-vous et tu vas venir une après-midi. Et son émission sur France Bleu Paris-Île-de-France s'appelle Lire Bonheur. Et voilà. Donc être bienveillant avec les autres fait que... Vous récoltez ce que vous semez. Exactement. Alors je retiens une chose quand même de ce que tu as voulu partager avec nous, Catherine. Je retiens qu'il y a de cela quand même plus de 30 ans. Oui, 26-30 ans, ouais, on est dans ces eaux-là. Ouais. Tu as pris sur toi, ça a été quand même assez naturel puisque tu écrivais déjà. Mais moi, ce que je retiens, c'est que plutôt que de te laisser avachir, de te laisser t'attrister ou te laisser mourir en te passant ton temps à te plaindre, etc., tu t'es mise debout et tu t'es dit, je vais optimiser mon temps, je vais faire quelque chose de mon temps. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais faire quelque chose de mon temps. Et je crois que c'est... Alors, que ce livre qui est né il y a 30 ans de cela, arrive aujourd'hui entre les mains de tous, oui. Que maintenant, certes, mais je crois que la leçon que tu donnes, ou en tout cas le conseil que tu donnes, oui. c'est à toutes ces personnes qui ont des projets qui sont parfois sous le matelas, sous l'oreiller, au fond de l'armoire, au fond de la commode. Ben c'est croyez en vos rêves. Plus que jamais. Plus que jamais. Mais vraiment, Hélène, plus que jamais. Et je te dis ça, tu vois, on en parle en toute confidentialité, j'ai des frissons. Parce que oui, plus que jamais. C'est pas non plus aussi, faut pas... Moi, c'est ce qui m'épate, c'est que c'est le fait que tu aies oublié complètement. C'est-à-dire, laissez la vie faire, laissez l'univers faire. Voilà. Laissez qui vous voulez, comme vous voulez l'appeler faire. Voilà. Mais c'est quelque part, vous avez balancé ça, vous avez lancé ça, et puis ça remonte en surface. Tout à fait. Au moment où il faut. Quoi. Tout à fait. Mais tout à fait. Tout à fait, comme un cadeau de la vie. Peut-être qu'il y a 10 ans de ça, tu n'aurais peut-être pas été prête. Non. Et je me le dis. Et je pense même qu'il y a 10 ans de ça, je n'aurais pas été prête. Parce que Mathis était plus petit. Enfin, ma fille, c'est mon fils. Il était plus petit et il avait besoin de moi. Moi, j'avais un mari par sa profession qui était souvent en déplacement. Donc, me concentrer sur l'écriture, ça aurait été compliqué. Et je ne l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé quand on a aménagé, etc. Et je l'ai remis encore dans un tiroir en me disant, on verra. Et c'est quand mon fils a commencé à être de plus en plus autonome, quand il est rentré au collège, que j'ai ressorti le week-end, j'ai commencé à lire 1 ou 2 pages, j'ai commencé à réécrire des petites choses. Et à un moment donné, j'ai encore laissé là, parce qu'il y avait la transition, il sort du primaire, il arrive au collège, il fallait réorganiser. Et encore une fois, j'ai reposé le manuscrit là en me disant, il va attendre. La priorité a été donnée à la famille, à mon fils, on va voir ce que ça donne. Et là, mon fils, quand ce livre sort, il aura toujours besoin de moi, mais il est au lycée. Il va au lycée tout seul. Il est. Oui, mais sur ce coup-là, c'est ton fils aussi. Ah oui. Et lui, par contre, qui t'a aidé. Tout à fait. Et c'est comme s'il me disait, maman, c'est bon là. Bon, je sais que tu seras là, mais pense à toi. Fais un truc pour toi. Et c'est comme si que j'avais préparé en fait quelque chose pour moi depuis longtemps. Et ben maintenant, c'était mon tour. Et j'avoue que mon mari et mon fils me portent carrément sur ce projet. Ils auraient pu dire, attends, fais à manger avant d'aller te faire interviewer, avant de faire la star, il faut quand même que la marmite soit remplie, là, fais à manger avant. À aucun moment. Je me rappelle tiens, on en parle, je me rappelle d'un souvenir. Mon fils, il est beaucoup sur les réseaux, comme beaucoup d'enfants, FIFA et ceci et cela. Bon, il est aussi il fait des études d'informatique, donc c'est un peu normal. Et j'entends un jour son père qui lui dit Mathis, doucement, parce que ta mère, elle réfléchit. Il y a un paragraphe qu'elle aime pas, donc elle réfléchit doucement. Et je suis donc assis dans le salon avec mon ordi portable, et je vois Mathis qui sort de sa chambre, qui va dans la cuisine piocher je ne sais quoi, comme tous les adolescents,
à petits pas, comme on voit dans les dessins animés. Alors moi, je me tourne, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, Loulou? Il me fait, papa a dit que tu étais très occupé de pas faire du bruit. Mon garçon, il fait 1m85, hein, donc j'ai dit, mais tu passes pas inaperçu, marche correctement. Et puis je l'entends qu'il repart avec son gros bout de pain et son verre du jus de fruits, ses yaourts, son yop, là, tout ça. Et puis j'entends qu'il dit à son père, mais maman a dit qu'on pouvait faire du bruit, papa. Et j'éclate de rire. Et tout d'un coup, l'idée qui fusionnait, je me disais, comment tourner? Il y a une phrase qui arrive, bim, et je continue, et la fluidité de l'écriture repart, et j'arrange mon paragraphe, etc., etc. Voilà, il faut être dans cette bienveillance de vie, d'esprit. Je pense qu'il faut être un peu comme ça. Il faut faire les choses calmement. Je pense qu'on a tous de très belles choses à soi. Il faut les sublimer. On n'est pas obligé d'être riche, hein, pour avoir des choses sublimes. Hein, la notion de la notion de bonheur est quelque chose de vraiment c'est ridicule, individuel. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Mais en tout cas, le message de la bienveillance et de la patience, je crois que tu l'as bien fait passer. Ah oui. Mais je pense que j'ai toujours été une jeune fille très calme. J'ai des parents qui sont très calmes. Parfois, évidemment, quand on est ado, on voit bien parfois quand sa maman est fâchée contre son papa. Mais jamais d'éclat de voix. Chez moi, dans ma famille, ça n'a jamais été ça. Mais je trouve que mes parents, on est après la guerre, en fin de guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'ils ont construit, comme ils venaient de familles où ils avaient perdu des membres, où ils ont été élevés par les grands-parents, où ils ont été élevés par des tantes pour mon père. Donc tout d'un coup, je pense qu'ils ont voulu, eux, construire quelque chose à eux et au mieux. Je pense que nous, ils nous ont transmis ça. On est de cette génération 70, je suis de 70. Donc voilà, ils ont voulu construire quelque chose antillais moderne, moi j'appelle ça. Je pense qu'ils nous ont construit comme ça. Donc on devient parent comme ça, et je tombe sur un compagnon qui est comme ça aussi, et qui est de la même génération que moi. Donc on arrive à construire différemment. Mon fils m'a dit l'autre fois, si jamais je tombe sur une copine, elle crie tout le temps, elle part. Je lui dis, mais enfin. Il m'a dit, ah non, maman, moi, c'est pas, je suis pas, tu m'as pas élevé comme ça, maman. Mais voilà, quoi. Je pense qu'il faut être bienveillant, il faut être résistant aussi, parce que être résistant, c'est pas forcément se battre, mais résistant avec soi-même, il faut avoir de la rigueur aussi avec soi-même. Quand on dit qu'on a un projet, ne pas en parler forcément, le construire tranquillement dans son coin, ne pas avoir peur de poser des questions, de faire des recherches aussi, de poser ses idées, de remplir ses carnets, et d'attendre aussi et peut-être l'accumulation aussi d'idées, par rapport à comment je travaille, l'accumulation d'idées permet d'avoir la bonne idée, et quand on l'écrit ou on la transforme ou qu'on la dit, il y a quelque chose, on se dit, waouh, là c'est bon, là, on est bien. Voilà. C'est ce que je voulais porter. Écoutez, moi, je vous embrasse tous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écouteront. Peut-être des hommes aussi, et tant mieux. J'espère, j'invite les hommes à écouter, parce qu'en fait, ils découvrent des choses sur les femmes, justement. Tout à fait. Et donc, je les invite aussi à nous écouter. En tout cas, je te remercie profondément d'être venu à moi et d'avoir partagé ce moment avec moi. Moi aussi. Vraiment, tu fais partie de mes belles rencontres. Merci. Bis, Hélène. À très bientôt, Catherine. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.